Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 27 novembre. Au sommaire aujourd'hui, la clinique de Genolier fâchée contre le canton et qui dépose un recours dans le cadre de la planification hospitalière qui entrera en vigueur le 1er janvier. On reçoit le directeur de la clinique Stanley Audidier. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Un processus que vous jugez déloyal et qui favorise les hôpitaux publics. On essaiera de comprendre pourquoi tout à l'heure. Merci d'être en notre compagnie. Ensuite, on ouvrira notre page sport en compagnie de nos invités en coulisses. Géraldine Schauenberg-Meinen et Francesco Virelli, bonjour, bienvenue sur ce plateau. On reviendra évidemment et on parlera de cette saison de hockey, du tournoi de Noël, de la compétition qui bat son plein, mais aussi de la création d'une équipe 100% féminine. Et puisqu'on a parlé des hôpitaux tout d'abord et de la clinique de Genolier, on terminera aussi dans le cadre hospitalier, mais cette fois-ci en culture avec notre invité qui nous parlera de Suisse Ambulance, un livre photo qui plonge dans l'intimité du quotidien des ambulanciers. Bienvenue pour cette quotidienne. La clinique de Genolier est fâchée contre le canton et dépose un recours dans le cadre de la planification hospitalière qui entrera en vigueur le 1er janvier. Selon Stanley Audidier, le processus est jugé déloyal. Stanley Audidier, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un homme de recours ? Tout à fait, l'actualité le démontre. Nous avons estimé ces derniers mois que nous étions prétérités vis-à-vis de la décision du Conseil d'État. Donc nous sommes partis dans une phase de recours pour obtenir compensation de ce que nous estimons être dû. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, mais avant de rentrer justement dans ces enjeux, j'aimerais savoir, le 1er janvier prochain, qu'est-ce qui va changer pour les patients qui viendront à la clinique de Genolier ? Alors ce qui va changer à partir du 1er janvier 2024, c'est la possibilité pour certains patients dans des domaines d'activité médicale ou chirurgicale spécifiques de pouvoir être hospitalisés à la clinique sans une assurance complémentaire. C'est la principale nouveauté pour notre établissement. Donc c'est quand même une avancée pour vous, puisque jusqu'ici, seules les personnes qui étaient en ambulatoire ou alors avec une complémentaire pouvaient être patients à la clinique. Là, quand même, on avance petit à petit. Oui, tout à fait. Cette démarche, elle s'inscrit dans la volonté aussi de pouvoir offrir des prestations nécessaires à la population de la côte, et notamment aussi la population vaudoise. Et comme vous le disiez, jusqu'à présent, seuls les patients avec une complémentaire pouvaient venir en mode stationnaire, dormir à la clinique. Par contre, tous les patients qui venaient pour des consultations ou des actes ambulatoires, donc qui venaient le matin, qui repartaient avant la nuit, pouvaient venir quelles que soient leurs assurances. Ceci ne changera pas à compter du 1er janvier 2024. Aujourd'hui, pourquoi faire recours justement contre le canton ? Qu'est-ce qui vous a fâché ? Aujourd'hui, la position de la clinique, c'était vraiment de pouvoir offrir de nouvelles prestations aux assurés, aux patients, aux contribuables vaudois, et c'est-à-dire la possibilité de les prendre en charge pour des activités au sein de notre structure qui a la capacité, les compétences et aussi les disponibilités pour accueillir plus d'activités. On a aussi eu une position du Conseil d'État qui démontrait qu'on avait une offre nécessaire dans la région ouest, ce qu'on appelle la région ouest, donc de Morges à Nyon, qui était en souffrance par rapport à cette nouvelle planification, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'offres d'établissements pour prendre en charge les patients. Donc nous, on a vraiment désiré et souhaité pouvoir s'inscrire sur cette planification pour pouvoir accueillir ces patients au sein de notre infrastructure. Donc si l'on résume, proposer une offre qui soit plus grande. Aujourd'hui, vous avez récupéré seulement quelques mandats dans des cadres bien spécifiques. C'est bien là où le bas blesse. Mais vous dites qu'aujourd'hui, ce processus est déloyal et favorise les hôpitaux publics. Pourquoi ? Oui, toute la méthodologie depuis la mise en place de ce projet de nouvelle planification hospitalière. Cette planification hospitalière existe depuis 2012. Elle était censée être revue et corrigée quelques années plus tard. On est presque plus de 10 ans après la première mouture de cette planification. On voulait s'inscrire à l'intérieur pour essayer de démontrer que nous avons aussi notre place, nous, établissements privés, comme ça se fait dans plusieurs cantons en Suisse, et qu'on pouvait jouer aussi un rôle dans la prise en charge des patients. On estime que le département de la santé, le Conseil d'État, a pris une position favorable aux CHUV en concentrant ses activités sur cet hôpital universitaire et d'une manière assez déloyale, que ce soit dans l'approche de la méthodologie qui a été mise en place pour sélectionner les établissements sur cette nouvelle liste, mais aussi dans la manière dont les décisions ont été prises. Donc nous n'avons pas été entendus, nous n'avons pas été reçus pour essayer de trouver des solutions. Donc on estime, oui, une inégalité de traitement et une
on estime que le Conseil d'État n'a pas fait son rôle, n'a pas joué son rôle pour favoriser la prise en charge de la population vaudoise en matière de santé. Alors, plusieurs choses que vous dites qui sont intéressantes. Tout d'abord, concernant cette méthodologie qui vous place tout en bas d'une liste. Cette méthodologie, c'est laquelle déjà? Alors, c'est une méthodologie qui a été appliquée après le retour des appels d'offres de ces 28 établissements, puisqu'on est listé sur 28 établissements dans le canton de Vaud. Donc, vous vous présentez en tant que candidat? On se présente en tant que candidat. On a, dans le cadre de l'appel d'offres, on a connaissance, suite à un rapport qui avait été dicté l'année passée, de plusieurs critères et d'enjeux auxquels il faut répondre. Donc, nous avons répondu dans le cadre de notre appel d'offres sur l'ensemble de ces critères, mais à cette époque-là, nous n'avions aucune connaissance de méthodologie de pondération ou de notes qui seraient données à ces critères. Donc, ça ne permettait pas à quelqu'un qui concourait de pouvoir donner de la force plus ou moins à tel ou tel endroit. Donc ça veut dire quoi? Que vous ne savez pas à ce moment-là comment vous allez être jugé? Vous connaissez les critères, mais pas comment ils seront évalués, c'est ça? On connaît tout à fait les critères, mais on ne sait pas comment ils seront jugés et comment ils seront pondérés. Donc il y a eu des pondérations de 1 à 10, pour vous citer un exemple parmi d'autres. Et c'est vrai que le candidat ne pouvait pas savoir sur quels critères il devait mettre plus d'efforts dans sa réponse ou accentuer un peu plus d'informations par rapport à ce critère-là. Et on a découvert cette méthodologie de notes et de pondération lors de la remise de la réponse du Conseil d'État, donc quelques heures avant le communiqué de presse du Conseil d'État. Donc aucune possibilité de pouvoir se positionner de manière forte dans cette approche. Aujourd'hui, quand on voit cette liste, en tout cas, ce qu'on peut analyser, c'est que les hôpitaux publics sont tout en haut, les cliniques privées sont en bas, et vous dites, c'est pas un hasard. Non. Pour nous, on estime, je pense que nous ne sommes pas loin de la réalité, que la méthodologie de pondération et de notes a été établie après avoir réalisé la liste des établissements auxquels on allait donner des mandats de prestation, donc la possibilité à ces assurés de venir se faire traiter dans la clinique ou l'hôpital. Donc on a établi la liste qu'on souhaitait, puis après on a créé des critères et des pondérations et des notes pour satisfaire une liste qui était préétablie. Liste qui donne un énorme avantage à quelques hôpitaux régionaux, bien sûr, mais notamment au CHUV, qui a été de manière assez biaisée mis en avant et sur des critères qui pouvaient être assez contestés vis-à-vis d'autres établissements. Aujourd'hui, le fait d'être tout en bas de cette liste, est-ce que ça pose préjudice à la clinique de Genolier? Est-ce qu'autrement dit, on dit vous êtes les moins bons? Oui, tout à fait, parce que là encore, la démarche est assez surprenante. Nous n'étions pas informés de la mise en place d'un classement, de ces notes et pondérations, je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, un patient vaudois ou un assuré vaudois qui se renseignerait, qui prendrait sur Internet cette liste, constaterait que finalement la clinique de Genolier est 28e sur 28 hôpitaux et cliniques du canton, mais l'ensemble des acteurs privés sont tous entre la 24e et la 28e place. Donc ça démontrerait, selon ce qu'on pourrait imaginer, que nous sommes, nous, établissements privés, les moins bons en termes d'économicité, de qualité et de sécurité dans le canton. Et ça, c'est absolument aberrant et on le réfute, bien sûr. Stanley Audidier, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre les cliniques privées et les hôpitaux publics. Ce n'est pas une guerre, c'est juste que nous avons tous une place dans le marché vaudois de la prise en charge des patients. Et nous avons tous des compétences et des qualités. Il faut arrêter de toujours penser que le CHUV ou certains hôpitaux publics sont bien meilleurs que les établissements privés et peuvent prendre les gens en charge d'une manière qualitative ou économique bien plus intéressante. Ce n'est pas le cas. Nous avons aujourd'hui des notes en termes de qualité qui sont publiées nationalement via l'Agence nationale de la qualité, l'ANQ, comme on dit dans notre métier. Et nous avons, nous, établissements privés, toujours des notes bien supérieures aux hôpitaux publics, et notamment au CHUV. Si je parle d'économicité, nous avons aussi des coûts. Nous facturons des coûts aux assurances. C'est le principe de base. Quand vous venez dans un établissement, on facture selon des prix forfaitaires. C'est ce qu'on reproche notamment souvent aux cliniques privées, c'est d'avoir des honoraires trop chers, plus chers. Alors non, justement, notre coût par cas est bien inférieur dans les établissements privés par rapport à celui des hôpitaux publics et encore plus par rapport à celui du CHUV. Un exemple, la clinique de Genolier est en moyenne à peu près 15% moins cher que les hôpitaux publics et peut-être 15 à 20% moins cher que le CHUV. Donc traiter des patients dans des établissements privés qui ont une approche qualitative égale ou des fois supérieure à des établissements publics, cela coûterait moins cher au canton
mais aussi aux assurés. Et je pense que dans cette période où on a tous reçu nos primes d'assurance maladie ces derniers temps, et on a tous en moyenne à peu près 10%, presque 10% dans le canton de Vaud d'augmentation de nos primes d'assurance de base, je parle bien, je trouve que c'est assez aberrant que le Conseil d'État n'ait pas estimé devoir donner quelques activités aux établissements privés qui sont moins chers. Et donc tout cela aurait participé à une diminution des coûts au bénéfice des assurés. Pour terminer sur cette page et ce recours, aujourd'hui, Stanley Odidier, vous êtes prêt à aller jusqu'où ? On ira jusqu'au bout. Donc on a déposé notre recours auprès du tribunal administratif fédéral. La procédure est assez longue. On l'a déjà fait au sein de notre groupe Swiss Medical Network dans d'autres cantons. C'est une procédure de 1 an à 2 ans, qui peut s'arrêter en cas de négociation ou d'accord entre les différents parties, mais nous irons jusqu'au bout. C'est notre volonté. Pour terminer, pour revenir sur l'actualité, j'aimerais savoir, Stanley Odidier, puisque vous êtes aujourd'hui le directeur de la clinique, mais vous êtes également aussi en charge des travaux avec un hub innovation qui est justement en cours et en train d'être construit. L'objectif de ce pôle, c'est quoi ? Rappelez-le-nous. Aujourd'hui, on veut un peu démontrer que nous ne sommes pas là uniquement pour prendre en charge des patients qui sont déjà malades ou qui doivent être soignés. Le but du Genolier Innovation Hub, ce nouveau bâtiment qui ouvre sur le campus de Genolier, c'est de pouvoir accueillir des sociétés qui sont actives dans le domaine de la santé, que ce soit les technologies médicales, les biosciences, comme on dit, ou la pharma. Et ces sociétés peuvent venir sur notre site pour participer à l'élaboration de nouveaux équipements, nouveaux produits, la formation aussi de ces équipements et de ces produits pour le personnel de la santé ou les médecins. Et tout cela pour bénéficier à la prise en charge du patient, que ce soit en mode préventif, qu'il tombe moins malade, ou en mode curatif, quand on est obligé de les soigner et de les prendre en charge. Donc c'est vraiment de réunir l'ensemble des acteurs du domaine de la santé au sein d'un campus qui soigne, qui traite donc, mais aussi qui prévient et qui forme aux technologies de demain. Aujourd'hui, si on réunit les acteurs, j'imagine que ça amoindrit les coûts. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Ou justement, on pourrait imaginer que la clinique de Genolier devienne encore plus chère parce qu'elle propose plus de services et notamment de la formation. Tout ça, ça a un coût. Alors, je le redis, on n'est pas plus cher, on est même moins cher. C'est vraiment un point important. Oui, le but, c'est vraiment de diminuer les coûts, puisque si on travaille sur la prévention, on est capable de mieux détecter les maladies, on est capable d'anticiper les traitements, donc de diminuer le coût des traitements. Donc bien sûr, le Innovation Hub, sa volonté première, c'est d'améliorer la prise en charge des patients, mais aussi la santé avant d'être malade des patients et de la population. Qu'est-ce qui vous distinguerait alors d'un hôpital universitaire ou d'un CHUV qui justement forme aujourd'hui ces médecins ? Ça serait quoi la différence ? Alors, on forme déjà nos médecins de manière formelle, selon ce qui existe aujourd'hui en Suisse. Donc là, on apporterait en plus une possibilité de les former dans un site clinique, donc de pouvoir vraiment avoir un contact direct entre les cliniciens, les gens qui sont près du patient, et les médecins en formation. Et cela, c'est nulle part ailleurs aujourd'hui, même pas en dehors de la Suisse. On n'a pas des structures qui réunissent sur un même campus un pôle de développement et de recherche, un pôle clinique, et les activités qui vont avec. Donc c'est ça qui nous démarquerait clairement d'hôpitaux universitaires tels que le CHUV. Sans parler aussi de la rapidité de lancement des projets et de l'inertie qui n'est pas très existante au sein de notre campus. Pour donner une date du bâtiment opérationnel, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je vous invite au mois de juin 2024. Tout sera prêt. Stanley Odidier, directeur de la clinique de Genolier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et on ouvre à présent notre page sport en compagnie de nos invités suivants. Géraldine Francesco, je vous en prie, venez me rejoindre à table après son tournoi de Noël, la compétition qui bat son plein et la promotion d'une équipe féminine du hockey, le UHC Beugnin. Et sur tous les fronts, et on en parle avec nos invités. Géraldine, vous venez d'arriver au comité en qualité de secrétaire du club. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'investir justement et de rejoindre ce club ? Alors, tout d'abord, je suis rentrée dans ce club parce que j'avais envie de faire un sport d'équipe et puis de découvrir ce sport que j'ai connu quand j'étais plus jeune à l'école. Donc voilà, et puis l'énergie et cet enthousiasme en fait à faire développer justement ce sport, ça m'a vraiment donné envie de pouvoir investir aussi et puis effectivement de développer ce côté de l'équipe féminine aussi, quoi. Ouais, c'est un sport qui vous rappelait de bons souvenirs à l'école, c'est vrai ? Oui. Oui, alors forcément, on a des bons souvenirs de l'école,
de ce sport et puis l'équipe en fait. C'est vraiment cet esprit d'équipe qui est vraiment important, quoi. Donc, Alors aujourd'hui, il y a un noyau dur de 10 personnes, 10 femmes qui constituent justement cette équipe. Alors vous êtes arrivés un petit peu par hasard, vous m'avez confié cette première fois. Et depuis cette première fois jusqu'à aujourd'hui, de quoi et de qui est constitué ce club ? Alors, écoutez, c'est une question un peu délicate pour moi, mais comment est constitué ce club L'équipe même féminine, peut-être pas le club de manière générale, mais l'équipe aujourd'hui elle est constituée de qui ? Il y a ce noyau de 10 femmes, Ouais. mais qui jouent ? Elles viennent d'où ces femmes ? C'est qui ? Alors, il y en a beaucoup, c'est des femmes de joueurs de uni-hockey. C'est des mamans aussi, des joueurs du club. Et voilà, on est ouverte à toute personne, hein, finalement. C'est pas que parce que le mari ou l'enfant joue dans le club, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et vraiment, on aimerait promouvoir ça aussi, quoi. Ouais, ça démontre l'aspect familial du club, si on en doutait encore. Mais est-ce qu'il y a de la compétition ? Est-ce que vous pouvez déjà rentrer dans la compétition ? Alors, c'est un peu ce qu'on aimerait faire, effectivement, pour faire évoluer cette équipe féminine, parce que c'est vrai que les féminines, les filles qui jouent en junior, après un certain âge, vers 15-16 ans, ne peuvent plus continuer en fait, à faire ce sport avec les hommes, les garçons. Donc, elles sont un peu bloquées. Donc, d'où l'idée de faire cette équipe féminine pour qu'elles puissent intégrer cette équipe et effectivement, dans le futur, évoluer dans la Coupe vaudoise ou les championnats de la féminine, quoi. Francesco, j'aimerais vous faire réagir là-dessus parce que c'est vrai que vous avez aussi un regard, puisque vous êtes coach des juniors. Eux, justement, ces filles, elles se trouvaient quelque part sans suite, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que junior E, on peut avoir autant des garçons que des filles. Junior D également. Junior C, ça devient un petit peu plus compliqué déjà pour les filles. En général, il faut demander des dérogations, des choses comme ça. Puis après, effectivement, après les juniors C, il n'y avait plus rien. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis, le HC Bonien a décidé de mettre quelque chose en place pour avoir une continuité de tout ça. Ouais. Alors on voit là justement à l'image tous ces jeunes dans les équipes mixtes, mais aussi on va voir les deux premières équipes qui sont aujourd'hui en bas du tableau, la 1 qui est 8e, la 2 qui est 9e pour le moment en ce début de saison. Est-ce que là aussi on peut dire que c'est dû à un manque de sang frais finalement et un manque de jeunes qui viennent vous rejoindre ? Là, c'est pas tellement dû à un manque de sang frais, c'est surtout ces équipes-là ont justement intégré beaucoup de sang frais cette année. Donc il y a eu beaucoup de juniors qui ont rejoint la 1 et la 2. Donc il faut une période d'adaptation, il faut se mettre un petit peu à niveau. Donc effectivement, cette année, les équipes sont un petit peu moins bien classées parce qu'il y a eu justement un effort d'intégration de beaucoup de jeunes. Donc il faut une année ou deux pour que tout le monde ait un peu le niveau puis un peu l'habitude du championnat, quoi. Ouais, aujourd'hui, de voir des femmes qui vous rejoignent sur la glace et de quel œil justement rentrer en compétition, de quel œil vous voyez tout ça ? Moi, je trouve que c'est super cool, quoi. Les équipes féminines, on les voit déjà, on les côtoie en tournoi. Donc ça, c'est chouette. Et puis, après, si ça peut démarrer en championnat, ça serait vraiment cool. Ouais. Ouais, affaire à suivre. Donc, comme on dit chez nous, on va revenir un petit peu sur l'actualité. Samedi 2 décembre, vous organisez à la salle du Fleury votre traditionnel tournoi populaire de Noël. Comment ça se passe exactement ? C'est vraiment un tournoi amateur qui est organisé par la première équipe. Donc, c'est organisé par des pros pour des amateurs. Ça, c'est aussi cool. C'est un tournoi qui est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de licenciés. Donc, le niveau il est cool. Disons, c'est pas le gros challenge. On s'amuse. On s'amuse. C'est vraiment le but que les gens découvrent ou que les gens qui connaissent déjà viennent tout simplement s'amuser, quoi. Ouais, Géraldine, j'imagine l'occasion aussi de voir cette équipe féminine sur la glace. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Sur le terrain, oui. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, écoutez, d'être toujours dynamique et puis de promouvoir un peu ça, puis dire que les femmes, on peut aussi bien jouer. Et puis vraiment, c'est bon enfant, c'est pas prise de tête. Et puis il y aura toujours possibilité pour celles qui veulent rester justement juste pour s'amuser, pour faire ça pour le plaisir. Et puis ce côté justement un peu plus compétitif avec des championnats, des coupes vaudoises pour le futur. Donc ouais.
Ouais. Parlons justement du futur avec ces championnats juniors. Francesco à domicile les 16 et 17 septembre prochains. Quels seront justement peut-être les prochains temps forts de la saison ? Donc là, il y a déjà il y a ce tournoi ce samedi. Ensuite, il y aura alors c'est pas du sport, mais il y a le Noël au village le 15 décembre où l'Uni Hockey a un stand, donc il offre gratuitement la raclette et la bière. Ensuite, il y a la journée de championnat le 16 décembre, effectivement des juniors D. Et puis une petite exhibition l'après-midi des équipes féminines, de l'équipe féminine, pour promouvoir un petit peu ce sport-là chez les femmes. Un mot sur la Coupe vaudoise peut-être, où est-ce qu'on en est ? Alors la Coupe vaudoise, je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne sais pas exactement où on en est actuellement par rapport aux différents clubs, aux différentes équipes. Il y a eu un peu tout le monde qui a joué cet automne, avec plus ou moins de réussite. Donc on reprend le tableau, puis en tout cas on se réjouit de prendre vos nouvelles. Pas sur la glace évidemment, mais moi puisqu'il fait froid, j'ai envie, et je vois surtout le froid et la neige, mais sur le terrain, on se retrouve le samedi 2 décembre à la salle du Fleury, équipe féminine aussi. N'hésitez pas donc à les rejoindre si ce sport vous intéresse. Géraldine, Francesco, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt, Franco. Voilà, merci. Et pour terminer, place à notre plateau culture. On retourne au monde hospitalier et plutôt au monde opulancier avec un livre, un plateau enregistré la semaine dernière. Après son documentaire Journal d'une ambulancière, David Nicolas Parel présente son livre Suisse Ambulance. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Alors, vous avez reçu sur ce plateau justement pour que vous puissiez nous présenter votre documentaire, un projet où vous suiviez notamment des ambulancières et des ambulanciers. Aujourd'hui, vous venez avec ce projet photo. Est-ce que ça a changé votre regard, le fait d'avoir eu finalement ce projet photo, le film et ensuite revenir à la photo ? À la base, quand j'ai commencé dans cette compagnie d'ambulance en tant que photographe, on m'a donné un uniforme d'ambulancier. J'ai commencé avec eux le 31 décembre 2018 et j'avais déjà dans l'esprit de faire un film, une exposition et un jour un livre. Est-ce que ça a changé votre regard dans la manière finalement de suivre ces équipes ? Un petit peu. C'est vrai que quand j'ai réussi à avoir les financements pour faire une exposition photo, j'ai fait de la photo un peu différemment avec eux. Et quand j'ai su que le livre allait arriver, c'était un long parcours pour les financements, etc., je suis retourné en ambulance pour aller chercher les dernières photos. Donc en fait, à chaque fois que j'étais en immersion avec eux, comme j'avais un objectif particulier, l'expo et après le livre, je faisais des photos un peu différemment. Cette immersion, justement, on la voit à l'image avec ces photos en noir-blanc. Et vous avez parlé de cette nuit qui vous a finalement amené à mettre vous-même cet uniforme en tant que stagiaire. Cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé surtout dans votre tête ? Alors, en fait, moi, j'avais vraiment dans l'idée de faire un reportage photo en long terme, etc. Et parce que j'avais commencé avec la police un peu à Genève la nuit et j'ai vu avec ces policiers, il y avait des choses intéressantes avec eux et je croisais de temps en temps des ambulanciers. Et c'est pour ça que je suis vraiment après allé avec eux. Et moi, ce qui me plaisait un petit peu d'être avec eux, c'est d'être vraiment en immersion et puis de m'intéresser à leurs états d'âme, etc., comment ils vivaient les choses. Donc je savais que de toute façon, ça allait vraiment être long comme reportage. Et là, le livre montre un petit peu ces 4 ans d'immersion avec eux. Et le livre, les photos sont vraiment entrecoupées de petites citations très personnelles pour parler un petit peu comment eux, ils vivaient un peu leur métier et comment ils ont vécu le métier avant, pendant et après le Covid. Oui, c'est vrai, ça, parce qu'ils étaient finalement au front. Il y a eu finalement une accentuation médiatique aussi sur leur métier durant le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine que ça a changé ? Il y a eu ce succès de votre film qui était finalement lié aussi à cette période de Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé ? En fait, pour eux, oui, ça a extrêmement mis en lumière leur métier. C'est un métier assez nouveau, d'une certaine façon. Je crois que ça a 20 ans à peu près. Et ils ne sont pas toujours reconnus. Souvent les décompare à des brancardiers ou des transporteurs, des choses, des métiers comme ça, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus social, et on ne les connaît pas trop. Donc le film que j'ai fait il y a 2 ans, plus le livre, là maintenant, ça met vraiment en lumière ce qu'ils sont à l'intérieur. Parce que c'est ça qui m'intéressait. C'était vraiment la blessure ou comment on fait ce métier-là et comment on est en contact avec l'autre et comment on arrive à se dépasser pour aller porter secours. Cette blessure, justement, qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que vous dites que certains ont fait ce métier, finalement, ça a créé comme une dépendance. Ouais. Certains ont soigné leurs propres blessures, c'est laquelle ? Ça peut être différentes blessures personnelles ou ça dépend comment leur expérience de vie, par exemple. Mais c'est souvent que moi, je suis parti de la base en me disant que souvent, ces personnes-là, ils portent secours pour se sauver eux-mêmes, d'une certaine façon. Donc, les ambulanciers que j'ai suivis, ils étaient 60 dans la compagnie. J'ai passé mon temps uniquement dans une seule compagnie d'ambulance.
Ils sont 60, j'en ai choisi une dizaine. Et dans ces ambulanciers-là, c'est ceux on sentait vraiment qu'ils avaient ça en eux, comme une sorte de vocation. Un livre assez sobre, finalement, vous le disiez, hein, avec des citations très ponctuelles. Ouais. Pourquoi, quand on sait que derrière une photo, il y a toujours une histoire, qu'elle raconte aussi une vie, qu'il y a presque un travail de psychanalyste, d'ethnologue que vous avez fait, pourquoi ce choix-là ? Je voulais que ça soit très épuré, mais mon but c'était vraiment qu'on s'immerge complètement avec eux. En fait, comme moi j'ai porté l'uniforme, j'étais avec eux, les services duraient 12 heures, je dormais, je mangeais avec eux, on partait en intervention, on attendait. Et j'ai partagé énormément de choses et je voulais vraiment que le lecteur soit immergé là-dedans. Donc c'est très immersif. Il y a les dates à chaque fois dans les photos qui sont prises. Et puis ça raconte ces 4 ans avec eux. Et de temps en temps, toutes les 5-6 pages, on a des petites citations très personnelles sur comment ils voient le métier, ce qu'ils ressentent, les douleurs, ce qui les motive, ce qui les touche, l'adrénaline, toutes ces choses-là. Et comment le lien qui se fait aussi avec l'ambulancier. Parce qu'évidemment, c'est un métier très rude, hein. Il y a beaucoup de choses terribles qui se passent, des drames, des choses comme ça. Mais moi, j'ai essayé de m'intéresser à la vie et au lien humain, en fait. C'est ça vraiment qui m'a marqué pendant toutes ces années. C'est ce qui vous a fait déclencher l'appareil à un moment donné, souvent, le moment où vous voyez la vie dans le drame ? Exactement, comment la vie continue, ou comment la vie lutte pour pouvoir rester. Et puis, c'est pour ça que j'ai beaucoup photographié aussi les mains, les gestes, les choses comme ça. C'est ma façon de faire de toute façon dans la photographie, dans tous les sujets que je traite. C'est l'humain qui m'intéresse. Je ne suis pas passionné d'ambulance. Ou d'uniforme, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'humain. Et avec eux, je pouvais vraiment m'intéresser aux états d'âme de la société. Je me suis rendu compte assez vite que les ambulanciers sont les témoins des états d'âme de la société, et je me suis centré là-dessus. Et pourquoi ne pas vous être centré sur cette thématique-là uniquement avec votre casquette de photographe, mais avoir voulu endosser justement le costume d'ambulancier ? Parce que c'était beaucoup plus simple. Au moins, quand je partais sur l'intervention, je suis avec eux, j'étais un peu en immersion complète et en une sorte de camouflage. Et puis, c'était la règle. Moi, on m'a dit, si tu veux aller avec les ambulanciers, il faut que tu portes un uniforme d'ambulancier, de stagiaire, pour nous accompagner. Sinon, Et voilà. Et ça me permettait aussi de parler avec les patients, etc., leur dire, voilà, je suis là, je les accompagne. Je leur explique un peu ce que je fais. Un jour, je vais faire un film. Un jour, j'aimerais bien faire une expo, un livre. Et généralement, les personnes, quand ils étaient en état de pouvoir parler avec eux, comprenaient tout ça. Et je proposais ça. Et puis surtout, je les aidais aussi, très concrètement. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aider à porter des valises, des choses comme ça. Et, vous êtes devenu acteur de la situation. Exact, un petit peu, ouais. Mais l'immersion, c'est ça, hein, pour moi. C'est qu'il faut faire corps avec son sujet. Très bien. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre aujourd'hui ? Un peu partout, dans les Fnac, Payot, Amazon, dans toutes les librairies. David Nicolas Parel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci. Et c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de demain. Belle suite de programmes.